Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique sur Radio M, comme chaque mercredi, pour un nouveau débat sur l'actualité politique de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mohsen Belabès. Bonsoir, vous êtes président du RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Bonsoir Abdelkrim Boudra, militant associatif, membre aussi de NIDA 22, de Nebni également, pour ceux qui vous connaissent depuis bien longtemps. Et nous serons évidemment rejoints dans un moment par le journaliste Kerim Kebir de Liberté. On commence par d'abord cette information qui est tombée il y a quelques minutes. La chambre d'accusation de la Cour d'Alger a rejeté l'appel lancé contre le mandat dépôt contre les détenus du samedi d'il y a 3 semaines. Ça veut dire qu'ils resteront en prison. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui en grève de la faim. Certains sont dans un état extrêmement critique. Les avocats sont allés les voir la semaine dernière pour leur demander d'arrêter leur grève de la faim. Ils ne veulent pas l'arrêter, ils sont déterminés. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a du côté judiciaire une escalade puisqu'ils resteront en prison. Comment est-ce qu'on peut réagir à une telle décision, Mohsen Belabès? D'abord, il faut bien condamner et demander la libération de ces détenus d'opinion, mais il était attendu de la part d'un pouvoir incapable de rejeter le pays sur des initiatives sérieuses à replonger dans la répression. Donc nous assistons à une escalade de répression depuis pratiquement 2 semaines. Je ne pense pas que c'est fortuit, c'est étudié, c'est réfléchi de leur part. Il y a une volonté de travailler pour l'affaiblissement du Hirak, pour faire peur aux Algériens qui sortent dans la rue. On voit très bien que durant ces 2 dernières semaines, la cible privilégiée de la part du pouvoir, parce que pas les services de sécurité, c'est le pouvoir qui instruit, c'est Bab el Oued, parce que depuis la reprise du Hirak, contrairement à 2019, nous voyons que l'essentiel des manifestants vient de Bab el Oued. Donc ils ont ciblé pour un premier temps un groupe de jeunes qui travaillaient autour de Mohamed Tajadid, et depuis quelques jours, ils ont ciblé le président de l'association SOS Bab el Oued. Donc leur objectif, c'est l'affaiblissement du Hirak. Abdelkrim Boudra, les 23 grévistes de la faim resteront en prison aujourd'hui. C'est lamentable, on ne peut que condamner cet usage, et je rejoins ce que dit Sibel Abbas, et je rajouterai que c'est pas du tout bien qu'on implique la justice et les services de sécurité pour régler des problèmes d'ordre politique, parce qu'en fait c'est ça aujourd'hui. C'est un usage de l'appareil sécuritaire, de l'appareil judiciaire pour régler des problèmes éminemment politiques qui n'ont absolument rien à voir. Ces gens-là en prison, leurs familles sont en train de vivre ça très mal, eux-mêmes, et j'espère, et tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça ne dégénère pas, c'est qu'on n'ait pas d'autres morts en prison, comme on a eu malheureusement par le passé, et ça, je pense que ça serait terrible. Donc, Inch'Allah, j'espère, leur grève de la faim, même s'ils sont responsables et on respecte leur choix. Et en même temps, on ne peut que condamner cette recrudescence de la répression à la veille d'un événement que le pouvoir considère comme important, que sont les élections. Et parmi les détenus d'opinion depuis quelques jours, il y a Nassar Marnin, le président de l'association SOS Bab el Oued, que vous avez eu l'occasion de connaître. On l'a montré à la télévision hier, j'ai envie de dire, de manière honteuse,
avec les menottes, avec des imprimantes, avec des affiches posées sur la table, alors que c'est un homme très courageux, extrêmement apprécié par le quartier, par les gens de Bab el-Oued, pour lesquels il a fait beaucoup. Alors comment explique-t-on le fait qu'il puisse arriver à une telle mise en scène contre un homme si apprécié et si populaire comme Nasser Marni, un enfant de Bab el-Oued? Exactement, qui, SOS Bab el-Oued, pour ceux qui ne connaissent pas, fait un travail de terrain, de proximité depuis 2 décennies, avec beaucoup de discrétion d'ailleurs. Le profil du président, c'est un gars de terrain qui aime les jeunes, qui aime... Et c'est vraiment quelque chose qui est juste... je ne sais pas comment le qualifier. Et l'image de dos d'ailleurs, on ne savait pas qui était pris en photo, de gens menottés avec des imprimantes et des appareils photo et des affiches que tout le monde a fait. Nous avons tous fait des affiches, imprimées, soutenues, financées des affiches par nos propres moyens. Et donc, s'ils doivent embarquer du monde, eh bien, il faut qu'ils embarquent quelques dizaines ou centaines de milliers d'Algériens qui ont fait ça. Donc, ce qui est en train d'être fait avec une association des plus citoyens dans un quartier des plus critiques est tout simplement inhumain et contre-productif, c'est-à-dire sur le plan politique. Oui. Et hier, pendant la manifestation des étudiants, donc mardi à la place des Martyrs, il y a eu beaucoup d'interpellations de gens qui portaient des affiches et on enlevait même les feuilles blanches à beaucoup de manifestants pour éviter que pendant la manifestation, ils n'écrivent des slogans. Marcel Belabès, quand on voit cette série d'arrestations, les gens maintenus en prison, est-ce qu'on peut parler d'une escalade par rapport aux libérations qui se sont produites le 19 février? Donc c'est toujours la même stratégie, on libère beaucoup de gens, mais on n'hésite pas après à remettre des gens en prison. Non, moi j'utiliserais plutôt le terme escalade parce que c'est la première fois qu'on a assisté à autant d'arrestations dans un même quartier. Et c'est le quartier de Bab el-Oued. Le quartier est ciblé pour vous? C'est un quartier ciblé, c'est réfléchi. C'est une stratégie qui a bien été pensée par des laboratoires. Mais moi, je pense qu'on devrait plutôt parler d'autre chose parce qu'il y a une tendance chez les gens du pouvoir à nous pousser à parler de plus en plus de libération des détenus, de la répression et oublier l'essentiel. En réalité, que signifient ces arrestations, cette instrumentalisation de la justice? Elle signifie tout simplement que nous ne sommes pas dans un État démocratique. Partout dans le monde, l'État démocratique, il est défini comme étant un État où il y a une séparation des pouvoirs. Dans notre cas, nous sommes dans un système, dans un État où les 3 pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une même personne, voire entre les mains de la façade de l'armée. Donc, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Moi, je pense qu'il est temps d'insister sur l'urgence d'aller vers un pouvoir judiciaire séparé, je dirais, totalement séparé pour un premier temps, même s'il faudra plus tard trouver les mécanismes pour faire en sorte à ce qu'il y ait coopération, une sorte de coopération entre ces différents pouvoirs, mais nous devons passer d'abord par un système où il va y avoir une séparation stricte, parce que c'est vrai que quand on lit les différentes constitutions algériennes de ces dernières années, on trompe l'opinion nationale, internationale, parce qu'on trouve dans la constitution qu'il y a effectivement un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Il y a un semblant de séparation, mais la réalité est tout autre. Tous les Algériens savent maintenant que la justice, l'appareil judiciaire est instrumentalisé de façon éhontée par le pouvoir exécutif. Mais plus grave, nous l'avons vu après la dissolution de l'Assemblée nationale, comment le chef de l'État s'est approprié le pouvoir législatif puisqu'il a légiféré sur un code électoral qui est censé être une loi organique réservée au Parlement. Donc non seulement il a légiféré,
Après, c'est lui qui va exécuter ses codes électoraux en organisant ces élections et c'est lui qui va donner le résultat officiel à travers un conseil constitutionnel qui l'a nommé. Donc nous devons de plus en plus affiner nos discussions sur ces problématiques. On ne peut pas continuer à dire chacun de son côté qu'il faudra aller vers l'état de droit sans parler du détail, sur la définition de l'état de droit lui-même, des mécanismes qui font qu'un État est effectivement un état de droit. Donc ça reste le cœur du problème, un problème de justice en Algérie. Abdelkrim Boudra, c'est en fait le cœur du problème. Vous en avez tellement parlé dans l'IDEA 22. Il ne peut pas y avoir d'État démocratique sans une vraie justice indépendante. Bien sûr, ça c'est l'un des chantiers majeurs et je rejoins ce qu'a dit Mohsen, que c'est aussi la stratégie ou la tactique plutôt du pouvoir, c'est de nous entraîner sur des débats pour nous éviter d'autres débats plus importants sur la crise politique qui est la crise de la mise en route d'une période de transition dont l'objectif est l'instauration d'une vraie démocratie, d'un vrai état de droit où il y a séparation du pouvoir, où il y a un certain nombre de règles dont on pourrait parler. C'est ça l'enjeu. Et à côté de ça, moi j'aimerais aussi revenir sur ça, c'est qu'il y a une crise qui est en train de s'aggraver, c'est-à-dire une crise politique, mais aussi économique, mais aussi sociale. Les gens vivent dans leur chair cette dégradation des capacités du pays en général, que ce soit l'État, les institutions, les acteurs, à aider le citoyen à mieux vivre. Aujourd'hui, on est amené à commenter les arrestations et les répressions et avoir des médias qui affichent des gens parce qu'ils ont imprimé des pancartes et montrer ça comme étant un délit majeur. Voilà où est-ce qu'on nous en sommes et à côté. Donc, c'est une impasse totale à laquelle nous sommes entraînés depuis 2 ans et il est temps que sérieusement on songe à nous en sortir. Et quand on parle de répression, M. Belabès parle d'escalade, vous parlez aussi de répression, les deux mots se réunissent pour qualifier le cas de notre confrère, le journaliste Rabah Karesh, journaliste et correspondant du quotidien Liberté à Tamanrasset, qui passe aujourd'hui sa 2e nuit en prison. Karim Kébir, vous êtes journaliste de Liberté. Quelle est l'atmosphère dans le journal quand on a un journaliste en prison aujourd'hui? Parce que la corporation, on peut dire qu'elle est sous le choc. Oui, sous le choc, mais honnêtement, on ne s'attendait pas tout de même à ce qu'il soit mis en prison, parce que ça fait tout de même 2 mois qu'il reçoit des convocations de la police, donc il est harcelé depuis un moment. Il nous disait en tout cas souvent qu'on lui cherche, souvent il cherche à connaître ses sources, c'est-à-dire les sources d'information, parce qu'il parle souvent de la région Tamanrasset. Mais la dernière fois, vendredi, donc, il nous a appelé pour nous annoncer un papier. Lui-même a pu mesurer en tout cas la gravité en tout cas de la situation. Il nous a annoncé comme quoi il allait faire un papier, une manifestation à Tazrouk. C'est un village, apparemment c'est le village le plus élevé d'Algérie. Il est au nord-est de Tamanrasset, donc dans le Hogar. Il nous a dit qu'ils vont faire une manifestation parce qu'ils sont hostiles au nouveau découpage. Il se trouve que pour la population locale du village de Tazrouk, ils considèrent que la partie qu'ils ont rattachée, qui faisait partie de Tamanrasset, mais ils l'ont rattachée à Djanet, c'est une région qui est très riche. Il y a de l'or, il y a du gaz, de l'eau, du marbre, du sel industriel. Et lui-même, il nous a dit que ça ne va pas vraiment être... Donc il a fait le papier, le plus long du monde, un papier d'information, aucun commentaire, ni analyse. Il a cité des sources identifiées. Et le lendemain, il revient avec une autre manif, parce que les gens de Tazrouk, qui est à 180 km de Tam, donc ils sont partis à Tamanrasset pour faire une autre manif devant la wilaya. Et là, il a fait parler des notables. Ils sont identifiés, c'est-à-dire ces sources, ceux qui parlent, ils sont identifiés, ils sont notés dans le texte. Il avait le communiqué, il a à sa disposition le communiqué. Donc, professionnellement parlant, ils n'ont absolument rien à lui reprocher. Après, je vous apprends rien, Khaled, vous êtes bien placé pour savoir que dans ce genre de situation, quand on veut étouffer quelqu'un, on cherche des habillages. Donc, il fallait chercher à travers son compte Facebook, ses publications,
Après, apparemment, il y a une page qui s'appelle Tamar Rasset sous les yeux de la presse. Donc c'est une page où beaucoup interviennent là-bas à Tamar Rasset, soit des journalistes citoyens, soit des observateurs. Donc ça parle des problèmes de Tam et tout ça. Et donc jusqu'à dimanche, dès la sortie de l'article, donc ils lui ont envoyé une convocation. Il passe donc une nuit en garde à vue. Le lendemain, ils l'ont mis en prison. Marcel Belabès, un journaliste en prison aujourd'hui en Algérie. D'abord, c'est une violation de la loi, c'est une injustice grave, mais moi j'ai toujours dit que le problème, encore une fois, en Algérie, que s'agissant de la question des libertés, les libertés sont consacrées dans les textes, Constitution et ordre. Mais l'exercice de la liberté, l'exercice des libertés en général, ils sont réprimés. Donc souvent, parce qu'on exerce une liberté ou bien un droit qui est consacré dans les textes, on se retrouve en prison, que ce soit pour la liberté de la presse, parce que là, il s'agit de la répression de la liberté de la presse. Le journaliste n'a fait que rapporter de l'information à l'opinion publique. C'est son travail, c'est son boulot, c'est ce qu'il devrait faire. C'est pareil donc, pour la liberté syndicale, c'est pareil pour la liberté d'expression. En réalité, on vous donne tout dans les textes, mais il ne faut pas les exercer. Mais là aussi, s'agissant du cas du journaliste de Liberté à Tamar Rasset, on cherche à cacher quelque chose. Si on a ciblé le journaliste en question, c'est parce qu'on veut cacher des informations sur un débat qui devait être du domaine public. Là, il y a une question qui est soulevée par les manifestations qui se passent actuellement dans un certain nombre de wilayas du Sud qui sont intervenues suite au dernier découpage où on a créé de nouvelles wilayas parce qu'il n'y a pas de prospection et parce qu'il n'y a pas de dialogue avec les populations. On prend des décisions ici à Alger, ils ne sont pas acceptés là-bas. C'est un problème de frontières au niveau d'un certain nombre de wilayas. Et ça pose plus que cela. Le débat sur une question fondamentale qui revient de plus en plus en Algérie, c'est la question de la régionalisation. Nous-mêmes, nous sommes sur ce projet depuis 1998. Nous partons de l'État unitaire régionalisé parce que nous considérons que c'est un projet qui va régler beaucoup de problèmes, notamment économiques et sociaux. Nous sommes un parti qui avait même milité pour la suppression des daïras, mais la réduction des wilayas. Le pouvoir lui-même, on a des informations sur un certain nombre de projets qui sont en débat au niveau d'un certain nombre de ministères, dont le ministère de l'aménagement du territoire. Eux-mêmes, ils parlent de 13 régions, mais ils n'ont pas le courage d'assumer ça publiquement. Mais c'est un débat qui doit être entamé dans notre pays parce que c'est un débat de l'heure, c'est un débat qui est déjà présent dans les wilayas du Sud, pas seulement dans les wilayas de Kabylie, comme on essaye de le faire Kawa, mais les wilayas du Sud aussi, ils sont sur ce débat. Donc, à chaque fois qu'il y a une arrestation, une répression, une condamnation, il faudra chercher pour savoir que cherche à cacher le pouvoir, pourquoi il veut détourner l'opinion vers autre chose. Abdelkrim Boudra, donc il n'y a aucune hésitation de la part des autorités à jeter un journaliste en prison. Comme l'a dit Marcel Belabès, les textes sont exceptionnels et sur le terrain, c'est la réalité. Il faut voir quelle est l'origine. Ça peut être des décisions purement locales parce qu'il y a des enjeux locaux. Il y a une possibilité que ça soit... Oui, c'est-à-dire manifestement, hein, je prends connaissance de ce que vient de dire notre ami, et ça peut être une décision qui est prise par des acteurs locaux qui estiment qu'ils n'avaient pas à être mis sous les feux de la rampe pour des considérations soit politiques, citoyennes de gens qui sont mécontents, ou peut-être pour des enjeux derrière ces découpages qui sont d'ordre économique, parce qu'il faut savoir que ces régions-là, il y a des activités économiques de toutes sortes. Mais ce qui nous interpelle le plus, c'est comment cela est-il possible? C'est ça la vraie question. Comment quelqu'un, quel que soit son rang, puisse mettre un journaliste en prison ou un président d'association en prison alors qu'ils n'ont fait que leur travail. Le premier pour informer, le deuxième pour servir les citoyens. C'est ça la défaillance d'un État autoritaire qui permet à ce que, à côté d'un arsenal de droits qui consacre les libertés, il y a des pratiques qui sont complètement à côté. Et avec le temps,
la transgression de ces règles devient quasiment la règle. Qu'un juge il libère les gens parce que le dossier est vide, c'est devenu une exception. C'est ça l'état d'anomie dont parle Durkheim, c'est-à-dire quand la transgression de la règle devient la règle. Nous y sommes. Certains analystes parlent de cet état d'anomie en Algérie et dans le Maghreb en général depuis longtemps. Là, on le vit concrètement. Comment les gens, allègrement, un représentant de l'État, un représentant d'une institution aussi noble que la justice, il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il a reçu des instructions, parce qu'il a fait telle ou telle lecture politique. Cette situation, elle n'est pas sans conséquence pour le pays, pour l'unité, elle n'est pas sans conséquence pour les capacités de développement du pays. Il ne faut pas oublier que l'Algérie va revenir au marché, c'est-à-dire sur le plan économique, on va revenir au marché international pour emprunter de l'argent. C'est un sujet qui reste malheureusement tabou, beaucoup de nos camarades refusent. Pour vous, c'est incontestable? Bien évidemment, c'est incontestable. Le président de la République a dit qu'il ne le ferait pas. Et parce qu'il ne comprend rien à l'économie, tout simplement, et parce qu'il n'est pas conseillé sur ces questions-là, et il est mal conseillé. J'invite ces conseillers à revoir leur j'ai déjà, ici même, je crois, conseillé à ce qu'ils écoutent des économistes Ils écoutent juste le rapport de Nebni, ça suffit. Non, Nebni ne parle plus sur ces questions-là depuis longtemps, mais il y a des gens compétents qui travaillent sur ces questions-là, il faut qu'ils les écoutent. La situation économique, elle est très grave, elle est sans précédent dans l'histoire du pays, et ce n'est que le début. Donc si nous devons réapprendre à dialoguer avec le monde, à commercer, à acheter, à vendre, et tout ça est incompatible avec un État répressif, un État autoritaire qui le fait de manière très, très violente par des moments. Karim Kébé, sur l'affaire de la Barkarech, que compte faire le journal? Le communiqué, très pertinent, est signé le collectif. Ça veut dire quoi, le collectif Liberté? Est-ce que c'est la rédaction, c'est le journal, ou c'est un groupe de journalistes? Et ma deuxième question, il y a eu des critiques sur l'absence de une le mardi. La une, c'était aujourd'hui mercredi. Est-ce qu'il y a une explication sur ça? Effectivement. Non, le collectif, c'est toute la rédaction. C'est tout le journal qui s'est exprimé. Sauf que l'information, on a pris connaissance c'est-à-dire de la situation de Rabah, parce qu'il fallait contacter aussi sa famille, sa femme. Il a 2 enfants, il y a son frère. C'était tombé pratiquement avec le bouclage. Et on avait pratiquement tout ficelé, le journal était ficelé. Donc c'est pour ça que, bon, moi aussi je regrette, on aurait pu tout de même à la dernière minute comme au moins faire l'annonce. Mais ça n'a pour autant qu'aujourd'hui on est revenu avec beaucoup sur la question. On ne peut pas l'abandonner en tout cas. Et que compte faire le journal aujourd'hui? Bon, en ce moment, bien sûr, on est en contact permanent avec sa famille. Ils ont désigné donc un bâtonnier là-bas sur place au niveau de Tamarrasset. Et puis il y a un collectif d'avocats qui sont portés volontaires, qui vont y aller. Et puis il y a le directeur qui va se déplacer aussi. Mais là, on attend la suite de l'affaire. Le directeur de Liberté va se déplacer. Et je rappelle juste que dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse qui a été dévoilé hier par Reporters sans frontières, l'Algérie est à la 146e place sur un classement de 180 pays. Donc l'Algérie toujours dans la zone rouge. Et cela ne s'améliore pas donc avec l'emprisonnement d'un nouveau journaliste aujourd'hui à la Barkarech depuis le 19 avril 2021. Je rappelle juste sur le volet, vous voulez dire quelque chose? Je note Khaled aussi, vous avez dû le constater ces derniers temps, ce qu'a raconté Rabah dans ses papiers, c'est pas propre à Tamarrasset. Mais depuis quelques années, il y a une espèce de blackout sur les régions sud, elles ne sont pas très couvertes. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème de moyens, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour couvrir, quand même c'est un pays continent. C'est rare pour trouver maintenant des journaux qui ont des correspondants à travers toutes les wilayas ou toutes les localités. Mais le même problème soulevé par les Touaregs à Tazrouk, ça s'est passé il y a quelques jours à Tougourt. Moi, je me rappelle, ça fait très longtemps, du temps où Benflis était candidat, je suis parti en couverture en 2004 à Msila. La population de Boussaïda avait accueilli Benflis en réclamant d'être une wilaya. Ils voulaient se détacher de Msila. C'est-à-dire ce sont des questions, elles relèvent de la sociologie algérienne. Seulement,
ce qu'ils reprochent, les notables de Tamaras, ce qu'ils reprochent, pour reprendre notre ami Boudrass, c'est parce qu'ils n'ont pas associé les gens, la population locale. C'est un travail qui a été fait par l'administration. Ils accusent d'ailleurs certains PAPC, ils accusent aussi le Wali de Tamarrasset. C'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait par l'administration. En tout cas, c'est ce qu'ils disent eux. Mais les officiels, ils n'ont pas répondu pour le moment. La seule réponse, c'est qu'il y avait un communiqué du ministère de l'Intérieur qui est tombé la veille, d'ailleurs le soir du papier du ministère de l'Intérieur, qui a encore réitéré comme quoi ce découpage a été fait dans les normes et c'est tout. Et là-bas, on avait compris que le ministère de l'Intérieur allait... Oui, la question du découpage est un éternel problème qui est toujours contesté par toutes les villes qui ne deviennent pas wilaya. Ça a été le même problème au début des années 80, lorsqu'il y a eu le nouveau découpage. C'était le cas aussi avec Ghardaya. Ghardaya, si on revient au problème de Ghardaya, la profondeur de la crise à Ghardaya, c'est parce que Ghardaya a commencé à avoir des problèmes le jour où l'État algérien a décidé d'ériger Ghardaya en tant que wilaya. Parce qu'on n'a pas pris en considération toutes les spécificités culturelles, sociologiques, religieuses de cette région. Donc il fallait trouver un système. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, avec le recul, on comprend que finalement, le seul système qui va régler tous les problèmes des Algériens, que les Algériens peuvent débattre sans tabou, c'est la démocratie. Nous n'avons pas de choix. Mais qu'un pouvoir centralisé comme celui qu'on a depuis 1962, qui décide d'ici sur des questions qui relèvent d'illisie, on a vu en tout cas le résultat. Mais en même temps, la régionalisation est un processus très complexe sur le plan de la gestion. Il nécessite d'être préparé, d'être soutenu par des études et en amont de discuter avec les gens pour les associer à la réflexion. Et ensuite, quand les décisions sont prises, là, tu te donnes les moyens que les gens acceptent. Maintenant, Kima Qal Mohsen, si au centre, il y a des gens qui, pour des considérations, je ne sais pas sur quelle base a été fait le découpage, je suis incompétent, mais manifestement, là où, en tout cas, moi, j'ai bougé, qu'il y a des mécontentements, et c'est normal. Si tu n'as pas associé, si tu n'as pas intégré les spécificités, notamment au sud, tu as de fortes chances que ça soit contesté et que tu ne... Je pense pas que le problème soit celui-là. Parce que d'abord, cette histoire de découpage, on entend parler souvent à l'occasion des campagnes électorales. En réalité, il y a une volonté chez des dirigeants de clientéliser un peu plus les populations. Il y a une volonté chez certaines populations, notamment ceux qui tournent autour des centres de décision au niveau décentralisé, de se faire clientéliser. Parce qu'actuellement, on se retrouve avec... si je me souviens bien, il y a une wilaya avec 2 communes. Je ne vois pas l'utilité d'avoir une wilaya avec 2 communes. Qu'apporte une wilaya à une population donnée? C'est souvent un travail administratif qui peut être fait par une daïra. En réalité, c'est parce qu'ils refusent la vraie réforme pour laquelle il faudra opter, c'est la régionalisation, c'est le système majoritaire partout dans le monde aujourd'hui, pas seulement en Europe, même dans le monde arabe. C'est un projet sur lequel on réfléchit les Algériens. Et pour rappel, y compris du temps d'Abdelaziz Bouteflika, il y avait l'installation de Missoum Sbiah à la tête d'une commission chargée justement de réfléchir sur une nouvelle forme d'organisation de l'État. C'est un projet qui a été mis dans le tiroir bien avant du temps de Yamine Zerouel. On se souvient tous qu'il y a eu la création du gouvernorat d'Alger comme prélude à la création de d'autres gouvernorats. Donc il faudra oser. Si on veut régler nos problèmes, il faudra oser prendre des décisions sérieuses. Vous parliez tout à l'heure de l'endettement étranger et vous posez la question pourquoi Tebboune refuse d'y aller. À la limite, moi, je suis content qu'il refuse d'y aller parce que s'il arrive à avoir de l'argent en ce moment, il saura pas quoi en faire. La réalité dans notre pays, c'est que nous avons un exécutif
incompétent, incapable d'initier quoi que ce soit de structurel ou bien qui puisse régler nos problèmes. Nous savons tous, et c'est la règle partout dans le monde, pour relancer l'économie, il faudra rétablir la confiance. Nous avons une rupture totale entre les populations et nos dirigeants officiels. Tant qu'on n'a pas rétabli cette confiance, on ne pourra rien de lancer. Et pour rétablir la confiance, on sait très bien, il faudra légitimer les institutions. Ce n'est pas le cas actuellement. Ils sont en train d'aller dans le sens contraire de la légitimation. Une fois qu'on aura légitimé et rétabli la confiance, là, effectivement, il faudra commencer à réfléchir à des solutions concrètes pour relancer notre économie. Ce n'est pas une question d'argent seulement, c'est une question aussi de réflexion, des projections. Nous sommes dans un pays chantier. C'est un chantier, en réalité, tout est à construire, tout est à faire. On peut regarder dans le secteur du tourisme, pratiquement, on va regarder dans le secteur de l'industrie, c'est pareil qu'en pays par rapport à un certain nombre d'entreprises qui continuent à exister. Ils existent sur le dos de l'État, sur le dos des finances des contribuables. Souvent, il y a de l'argent qui était injecté pour les maintenir en l'État. On va regarder dans le domaine de l'agriculture, à part les dernières initiatives qui ont été prises de façon autonome par des citoyens algériens, entrepreneurs dans les wilayas du Sud et qui ont montré qu'il y a possibilité dans notre pays de réussir. Il y a des réussites dans la wilaya de Ouadsouf, il y a des réussites maintenant à Tamnara, dans le domaine de l'agriculture. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Le tout est de rétablir la confiance et laisser la compétence arriver au centre de décision à travers une alternance démocratique. Alors c'est bien que le débat est bifurqué sur le volet économique. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité le mot transition. Je pense que vous aussi, vous avez cité le mot transition. Ça en est où aujourd'hui ? Il y a eu une proposition la semaine dernière, notamment de Abdouhab Farsaoui, d'organiser une rencontre à Kharrata à partir du 8 mai 2021 pour poser les débats de la relance de Hirak. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelkrim Boudra ? Par principe, personnellement, je soutiens toute initiative qui va dans le sens de proposer des solutions alternatives à la feuille de route aujourd'hui mise en marche par un pouvoir qui fait qu'aggraver la crise de légitimité et qui rend tout compliqué. Donc je rejoins aussi là encore ce qu'a dit Mohsen. Donc c'est une initiative, si elle respecte les règles qui permettent sa réussite, peut être une solution. Mais en même temps, c'est-à-dire il faut que les acteurs du Hirak, c'est-à-dire quand je dis les acteurs, les activistes, les hommes politiques, les partis, les associations, aussi fassent l'effort de dépasser, parce qu'il y a un gros problème de suspicion. Aujourd'hui, l'un des gros facteurs de blocage, c'est qu'il infiltration, détournement, ceci, des querelles d'ego. Donc nous sommes dans une situation là aussi de blocage. Il faut aussi avoir l'honnêteté de dire c'est voulu, c'est alimenté par les gens qui sont contre ça, mais c'est aussi le fait des acteurs eux-mêmes. Donc le premier challenge, c'est que les uns et les autres fassent les choses en toute transparence, en disant voilà, on veut un événement à telle date, voilà ses objectifs, voilà les acteurs, voilà qu'est-ce qu'on vise, et on va discuter avec les gens. Parce que l'idée, c'est pas que 40 ou 50 personnes discutent entre elles, c'est que les Algériens intéressés par le Hirak, par le changement pacifique, par cette silmia, puissent débattre du contenu, et que demain, si des personnes arrivent à cette rencontre, ils connaissent au moins un débat qui a été partagé sur l'ensemble des wilayas. Donc sur le principe, je ne suis qu'on peut être que favorable, et personnellement je soutiendrai à mon modeste niveau toute initiative qui va dans ce sens-là. Après, j'ai pas plus d'informations que ça, peut-être que Mohsen... Karim Kebir, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition d'Abdouhab Farsaoui la semaine dernière de fixer le 8 mai 2021 comme une relance du Hirak avec une rencontre entre je crois, pour le principe, comme tout le monde, il n'y a pas de raison à s'opposer à ce qu'il y ait une initiative. Seulement, je crois qu'il faut d'abord faire le bilan des initiatives passées avant d'envisager une autre. Parce que moi, c'est-à-dire le climat général qui ne permet pas
D'ailleurs, Mohsen est mieux placé en tout cas pour les partis politiques pour en parler sur ça. C'est pas facile de réussir une grande initiative à l'ombre de la répression, de la traque. On voit aujourd'hui la préoccupation des gens, c'est d'abord de libérer les gens qui sont en grève de la faim. Dans ce climat général, il y a le ramadan aussi, il y a les difficultés économiques, l'érosion du pouvoir d'achat, les gens souffrent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des initiatives. Mais encore une fois, à mon avis, faire d'abord le bilan, ce qui n'a pas marché avec les initiatives, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Mais je pense que ça mérite quand même que ça soit un peu maturé comme initiative. Ça mérite quand même qu'elle soit élargie, qu'il faut prendre des contacts, se donner le temps. Parce que de toutes les façons, si c'est juste par rapport aux élections, les élections, même qu'ils passent ou qu'ils ne passent pas, de toutes les façons, ça ne changera absolument rien à la situation générale du pays. Donc autant s'inscrire dans une initiative, mais qui est, j'allais dire, stratégique, qui va réunir le maximum de monde, qui va contacter le maximum de monde. Donc il faut se donner du temps. C'est un grand projet quand même. Mohsen Belabès, le RCD est déjà engagé dans un processus de relance, de discussion et de débat avec les acteurs de Hirak depuis longtemps déjà, bien avant cette annonce faite par Abdel Foussaoui, il me semble. Oui, au niveau du RCD, on a toujours été dans le débat avec toutes les tendances qui existent dans le Hirak et même en dehors du Hirak. Et ce n'est pas venu en 2019. En réalité, on est dans cette situation depuis 2012. Donc nous croyons au débat responsable, à l'échange et en fait, on croit qu'il faut toujours essayer de partager les positions. On s'est toujours dit que quand on a une position, la meilleure soit-il, quand elle n'est pas partagée, elle est mauvaise par définition. Donc on essaye de construire des consensus. Maintenant, parce que nous avons une expérience dans ce genre d'initiative, notamment l'expérience de Mazafran, qui reste la plus réussie de toute l'histoire de l'Algérie indépendante du point de vue du nombre d'acteurs qui ont participé à cette rencontre et du contenu des débats, voire aussi de la plateforme qui a été adoptée et plus que cela, la projection, puisqu'il y a une instance qui a été créée le lendemain de cette rencontre. Mais il y a d'autres initiatives telles que le Pacte pour l'alternative démocratique. Nous avons même participé à un certain nombre d'initiatives qui ont été organisées par la société civile en 2019, notamment celle qui a été organisée à la SAFEX. Mais nous pensons qu'il y a un problème dans nos approches. Dès qu'on parle de la feuille de route du pouvoir, on pense que nous aussi, on doit avoir une feuille de route. En fait, il ne suffit pas de reprendre les mêmes termes qui sont utilisés pour le pouvoir pour croire qu'on est dans la réussite. Il ne faut surtout pas tomber dans les pièges que nous tend le pouvoir. Le pouvoir travaille pour la désagrégation, la dislocation du Hirak. C'est une stratégie qu'il a poursuivie depuis début 2019. Première étape, on se souvient très bien, il a décidé que c'était les Zouaves, les Kabyles, le drapeau amazigh. Ça n'a pas marché avec le temps, notamment depuis 2020. C'est les islamistes qui ont infiltré le Hirak. Depuis 2 semaines, c'est plutôt les indépendantistes plus les islamistes proches du terrorisme. Mais dans le même temps, il est en train de distiller dans l'opinion publique l'idée comme quoi il y a une division dans le Hirak. Moi, je ne vois pas de division dans le Hirak. Je vois qu'il y a une diversité dans le Hirak et c'est une diversité utile. Il faudra savoir justement rentabiliser cette diversité. Moi, je crois que depuis le février 2019, nous sommes dans des marches
unitaire. Nous sommes dans une certaine sorte de solidarité dans l'action. Qu'on marche à Alger, ou qu'on marche à Tamnaraset, ou qu'on marche à Oran, le même jour, dans les mêmes moments, nous sommes dans des marches unitaires. Il y a un débat permanent ici à Alger, mais aussi au niveau décentralisé. Croire qu'il n'y a comme acteurs du Hirak que ceux qui se sont donné de la visibilité parce qu'ils sont dans la capitale, parce qu'ils sont invités dans les médias, c'est une erreur aussi à ne pas faire. Moi-même, je viens de découvrir quelqu'un qui a été dans le Hirak depuis le début, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il était autant engagé. Par exemple, le cas du professeur Mahna Abdeslam qui a été arrêté vendredi passé. On découvre que finalement, c'est un acteur qui a été de toutes les marches, qui est engagé dans une activité structurée, puisqu'il est dans le comité contre la torture et un autre comité qui organise les étudiants et les enseignants de l'université, notamment de Bafzoua. Donc il y a plusieurs exemples comme ça d'acteurs de terrain auxquels il faudra réfléchir. Maintenant, sur l'initiative dont il faut parler, celle de Kharata, moi j'ai eu des informations sur cette initiative depuis un peu plus d'un mois, puisqu'il y a des jeunes de Kharata qui viennent régulièrement sur Alger pour essayer de prendre contact avec un certain nombre d'acteurs. Ils veulent organiser une rencontre, même s'ils n'ont pas voulu rendre public rapidement la date et le résultat des pourparlers qu'ils ont engagés avec les différentes tendances. Eux-mêmes, ils ont aussi pris la précaution de ne pas laisser l'initiative être chapeautée par une chapelle politique quelconque, et c'est normal. Surtout, il y a le risque de la part des partis politiques. Donc, il faut savoir que dans la région de Kharata, les citoyens, quelles que soient leurs appartenances politiques, RCD, FFS, indépendants, etc., mais ils travaillent de façon solidaire, toujours dans l'intérêt du Hirak. C'est toujours utile ce genre d'initiative. Maintenant, il y en a qui vont s'y engager, il y en a qui vont dire non pour une raison très simple, parce que il faudra toujours prendre le temps de connaître le contenu en termes d'acteurs qui vont participer, en termes de thématiques qui vont être abordées à l'occasion de cette rencontre, mais surtout en termes d'objectifs. Et moi, je pense qu'au niveau du Hirak, on a toujours péché par le fait qu'on ne s'est pas fixé d'objectif. On n'a pas réfléchi à un objectif. En tout cas, on ne l'a pas fait de façon solidaire. Chacun sort de son côté pour dire l'objectif, c'est l'état de droit, l'objectif, c'est la transition démocratique, c'est le processus constituant. Mais là, on est dans plutôt des slogans. Donc, il faudra se fixer un objectif. Est-ce qu'on veut réellement changer le système de façon radicale? C'est cette question qu'il faudra répondre. Si on veut changer ce système de façon radicale, il faudra par la suite réfléchir à la stratégie à suivre, à la démarche à suivre. Est-ce que nous avons automatiquement, on est obligé de passer par une période de transition, processus constituant, bien assemblée constituante, voire même, et là on n'a pas eu le courage en tant qu'acteur politique algérien d'oser le débat. Vous savez qu'il y a des pays qui fonctionnent sans constitution. Pourquoi ne pas réfléchir à un certain nombre de chartes? Parce que les problèmes que nous vivons en Algérie, nous vivons problèmes en termes de conditions de l'exercice politique et de compétition politique qui sont inexistants. Pourquoi ne pas se mettre d'accord sur une charte sur les conditions de l'exercice et de la compétition politique? C'est pareil aussi sur un certain nombre de questions telles que les libertés, les droits de l'homme. On va essayer de terminer avec ça, mais une question. Vous avez parlé de diversité dans le Hirak. Abdelkrim Boudrana a parlé de guerre d'ego dans le Hirak, guerre d'ego. Est-ce qu'elle existe? Peut-être le terme est fort, c'est-à-dire il y a dans certains acteurs, comme dit notamment des plus visibles, et c'est normal jusqu'à un certain seuil. Hein, moi, je ne fais pas de politique. Ceux qui font de la politique cherchent à se positionner. Il ne faut pas condamner ça. Il faut justement essayer d'offrir un cadre qui permette à tous ces gens-là d'exprimer dans la diversité, l'union qui est de mise, parce que c'est celle-là qu'a imposé le Hirak. Le Hirak, c'est quoi? Le 22 février, des citoyens sont sortis pour dire les règles du jeu qui ont prévalu jusque-là sont caduques. La séquence, elle est terminée. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle
séquence historique où il s'agit ensemble de construire les nouvelles règles qui vont nous permettre de construire cet état de droit, instaurer cette démocratie qui permet à nos enfants de vivre dans un pays qui est régi par ce type de règles. Il ne faut pas donner plus d'importance à ça, mais il faut aussi avoir le courage de faire un constat le plus lucide possible de ce que nous sont nos limites. C'est pas parce que nous sommes contre un pouvoir autoritaire qui est coupable de tous les maux que notre démarche vertueuse est irréprochable. On a par excès dans tel ou tel domaine, fait des erreurs, éviter certains débats, ne pas regarder les vraies questions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un moment historique qui est celui de la nécessité de réfléchir ensemble. L'idée d'une charte de la transition, elle est excellente. Si les acteurs, par exemple, les partis et les acteurs de la société civile et les universitaires et les étudiants et les avocats travaillent ensemble, ça peut être un travail concret pour une rencontre comme celle de Kharrata. C'est un peu ça. Je pense que le Hirak, il est sur 30 wilayas. On sort quand même chaque vendredi et les mardis dans plusieurs wilayas. Il y a de plus en plus de petites villes où il y a des marches. Donc sur le plan de la base sociale, le noyau, le socle de gens qui continuent à s'exprimer, il est là. Il y a la responsabilité des élites politiques, des intellectuels, de la société dite civile, des universitaires, de travailler ensemble pour offrir une alternative qu'ils bâtiront ensemble. Karim Kébé de l'opposition parle toujours de transition, de période de transition pour pouvoir mettre au point les choses, mais du côté du pouvoir, on ne réagit pas et on a même peur de ce mot, encore. De toutes les façons, maintenant, celui qui croit encore que ce pouvoir va changer, c'est qu'il se trompe complètement d'époque. C'est un pouvoir qui refuse le changement. Il ne veut pas le changement. D'abord, pour des considérations culturelles, vous avez une élite dirigeante qui est complètement coupée. D'ailleurs, quand un ministère lance un compte Twitter, c'est un événement, tellement il découvre un peu le monde. Alors que les jeunes Algériens sont déjà ils parlent de la 5G. La deuxième des choses, ils ont le mépris du peuple. Ils considèrent que de larges parties de la population algérienne sont encore un troupeau. Ils cherchent un logement, à manger et c'est tout. Il applaudit Et la troisième des choses, je vous dis, ils ont certainement beaucoup d'intérêt. Il y a énormément d'intérêt. Ils refusent de changer. Et donc, le changement ne peut pas venir du pouvoir, il va venir de la population. Mais je vous dis, la situation quand même est assez compliquée. Après, on est à la troisième année maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Bon, il y a beaucoup qui disent que c'est vrai que sur le plan moral, sur le plan symbolique, le Hirak a gagné beaucoup de choses. Il a fait bouger les lignes. Les Algériens ont appris maintenant à se connaître. Les Algériens ont réappris à s'intéresser à la politique. Ils commencent à connaître mieux leurs droits. Mais tout ça, il n'est pas encore, c'est-à-dire l'aboutissement de toutes les revendications qui ont été formulées, n'ont pas connu encore d'avancée. On a en face un pouvoir qui refuse complètement. Il faut pointer le doigt, c'est malhonnête c'est-à-dire de reprocher un Hirak à des citoyens les mains nues qui sont mis en prison, et on a des exemples ici, d'avoir des réalisations, alors qu'ils n'ont que leurs pieds, leurs mains et leurs voix. Non, ce n'est pas un reproche. Non, c'est pas toi. C'est-à-dire, il y a depuis quelques semaines, depuis la reprise du Hirak, ce grief qui est celui واش درنا, comme si on pouvait changer. On a en face, comme tu l'as si bien dit, un pouvoir qui ne veut pas de transition, qui ne veut pas de changement, et ça s'explique par des intérêts. Et si on était à leur place, on aurait probablement fait la même chose. Donc il y a un rapport de force à instaurer que le Hirak est en train d'essayer de faire pour le bien du pays et de l'État en l'occurrence, parce que la feuille de route du pouvoir, elle est un danger pour l'État, elle est un danger pour la nation, alors que le Hirak est une solution pour l'État et c'est une solution pour la nation. Malheureusement, on n'a pas eu de gens capables de comprendre ça, et y compris pour leur propre survie, pour leur propre intérêt.
fait. C'est-à-dire ils auraient pu, en moyennant des négociations ou je sais quoi, trouver des portes de sortie beaucoup plus honorables. Là, on est en train d'accumuler les crises. Les élections législatives, ça sera un non-événement. Non, ça va aggraver la crise de légitimité. Ça sera un troisième échec de leur feuille de route, c'est-à-dire après les élections présidentielles et l'échec de la réforme de la Constitution. Si ces élections-là vont ramener, c'est-à-dire un personnel politique qui est recyclé de l'ère du bouteflикisme avec toutes les tares qu'elle ramasse, c'est-à-dire on va avoir une crise politique encore plus aggravée et toute question à gérer sociale, économique va devenir hyper compliquée. Et demain, ça sera... On termine avec, Voilà, avec le mot... avec le mot transition, avec vous, M. Belabès. Ça reste un des projets du RCD, une des revendications. Est-ce que vous espérez une main tendue d'en face, du pouvoir en face, qui pourrait accepter des revendications, des propositions de l'opposition et s'asseoir à la même table de négociation? D'abord, on a une autre conception de la chose politique dans notre pays au niveau du RCD. Est-ce que vous espérez quelque chose ou pas du tout? Par rapport au main tendue du pouvoir, on n'attend pas du tout une main tendue du pouvoir. Donc, vous n'avez pas d'espoir? Non, c'est pas ce qu'on cherche. En réalité, nous, notre démarche depuis 2012, l'idée c'était de créer un rapport de force favorable au peuple pour contraindre le pouvoir à aller vers des négociations et un dialogue sérieux avec la classe politique et la société civile. Dès le départ, la démarche était celle-là. Nous savons compris qu'avec ce pouvoir, depuis tout le temps, rien ne se donne, tout s'arrache. Tout ce qui a été réalisé durant ces dernières années, on l'a vu, c'était des choses qu'ils ont cédé sur la contrainte. Ce n'est jamais venu à travers l'Assemblée nationale, par exemple, ou bien à travers le gouvernement. C'est des décisions à l'occasion d'une manifestation, à l'occasion d'une marche donnée, d'un dérapage au niveau d'un quartier donné. Nous sommes dans l'idée, depuis maintenant 2012, de construire une conscience collective. Finalement, nous avons contribué, comme beaucoup d'autres acteurs, à cette conscience collective. Moi, je pense qu'il a été construite. C'est du concret depuis février 2019. Ce rapport de force a été construit, il reste favorable au peuple à ce jour. Maintenant, il faudra faire en sorte à le maintenir au minimum, voire à l'amplifier, parce qu'il ne faut pas juger le Hirak ou les manifestations, s'ils ont baissé ce vendredi ou ils n'ont pas baissé. C'est des fluctuations, on les a connues y compris en 2019. Donc il y a des vendredis avec des pics, il y a des vendredis avec donc des taux de participation très bas, mais l'esprit du Hirak, il était resté là. Nous l'avons confirmé à l'occasion de la période du confinement, malgré que nous étions en confinement, il y avait l'arrêt du Hirak depuis le mois de mars. Quand il y a eu le référendum sur le nouveau projet de constitution, le taux de participation a été des plus faibles jamais annoncé de manière officielle par le pouvoir algérien. Donc la réflexion, parce que c'est vrai qu'il y a des questions, pour certains c'est des questions sincères. Pour d'autres, c'est des questions vicieuses. Donc, sur l'idée qu'a apporté le Hirak, qu'est-ce qu'il faudra faire? Moi, je rencontre beaucoup de citoyens durant les marches. Souvent, les gens sincères viennent vous parler en aparté pour vous dire entre nous, voilà, on vient chaque vendredi, mais entre nous, il faudra quand même réfléchir à des solutions, à une feuille de route, à un programme, à une charte. Par contre, ceux qui sont dans une autre démarche vicieuse, c'est de manière publique, à travers les médias, ça vient toujours de la part du pouvoir. En réalité, ils savent très bien que sur ces questions, il y a moyen de diviser Hirak et il y a moyen de diviser les acteurs du Hirak. Donc c'est vrai qu'on peut, certains considèrent qu'il y a des dérapages dans les déclarations de certains acteurs du Hirak. Moi, je n'y crois pas que ce soit des dérapages quand ils existent, que ce soit des dérapages planifiés, réfléchis. Il faut quand même comprendre que nous sommes dans une conjoncture difficile. Là, le Hirak a repayé en février 2019, donc ça fait pas longtemps. Nous sommes à peu près 2 mois de la reprise du Hirak. Et déjà, on parle de guerre entre nous. Nous avons réussi quelque chose qui n'était pas attendu et compris par le pouvoir. Le retour du Hirak, il est revenu en force. Tenons les thématiques portées par les Algériens depuis février 2019, on se rend compte finalement c'est les mêmes parce que les Algériens sont en train de dire que les objectifs pour lesquels nous sommes sortis
en février 2019 n'ont pas encore été atteints. Mais ils ne désespèrent pas parce que nous avons des expériences, beaucoup se réfèrent à la révolution algérienne. La révolution algérienne, révolution armée, a duré quand même 7 ans et demi. Donc ce n'est pas en 1 année ou 2 ans qu'on va régler totalement les problèmes des Algériens. L'essentiel, c'est de maintenir le cap sur l'idée d'une rupture radicale avec l'ancien système, ses pratiques, ses lois, ses manières de faire. Monsieur Belabès, c'est votre première présence au Café Presse Politique à Radio M depuis votre annonce de non-candidature à la présidence du RCD, donc le parti que vous dirigez depuis des années. Quand avez-vous pris cette décision et est-ce que vous la regrettez aujourd'hui ? Pas du tout, parce que quand je suis arrivé à la tête du RCD, je n'en voulais pas. La conjoncture a fait que j'avais accepté de me présenter à la présidence du parti. En réalité, moi, quand je me suis engagé en politique, et ça remonte à l'université en 89, je n'ai jamais pensé me retrouver dans des postes de responsabilité, que ce soit au niveau organique, que ce soit au niveau politique. Pour ceux qui ont fait l'université avec moi, ils me connaissent très bien. Maintenant, quand on est militant politique, il se trouve qu'à un certain temps T, on est contraint de prendre une responsabilité. On ne peut pas fuir la responsabilité quand on est militant. Mais en réalité, depuis que je suis devenu président en 2012, je réfléchissais déjà au moment où je devais quitter, en tout cas ne pas me présenter. J'y ai pensé en 2018. Malheureusement, j'ai considéré que c'était trop tard. À ce point, c'est une corvée d'être président du RCD. Vous vouliez déjà depuis 2018 partir ? Non, c'est parce que tout simplement, je considère qu'en l'espace de moins de 10 ans, beaucoup de choses ont été réalisées au niveau du RCD. Nous avons un avantage, c'est que nous sommes l'un des rares partis politiques à avoir formé une nouvelle génération de cadres et de militants qui sont performants, qui sont visibles un peu partout, qui sont très présents dans le Hirak. Nous avons créé des traditions qu'on ne trouve pas dans d'autres partis politiques, voire des partis en Europe peuvent nous envier des traditions de débats, d'organisation d'événements. En réalité, on sort même dans certains cas de l'activité qui est connue comme étant celle des partis politiques. On est même dans des activités de think tank par moment, puisque nous organisons des colloques sur l'économie, sur la participation politique, par exemple, de la femme, sur le droit du travail. Et est-ce que vous allez adouber un éventuel successeur ? Est-ce que vous allez soutenir un successeur ? Pour l'instant, je ne pense pas, mais dans tous les cas, à la fin des fins, le jour J, je vais voter sur mon successeur. Et vous allez l'annoncer publiquement avant ? Que vous allez soutenir tel ou tel candidat ? Non, pas du tout. Je ne vais pas reproduire les pratiques du pouvoir à l'intérieur du RCD. Si j'ai fait l'annonce 2 années à l'avance, justement, c'est pour créer des conditions d'une compétition à l'intérieur du parti, voire même booster le débat sur un certain nombre d'instruments et de mécanismes à mettre en place pour réussir justement cette transition dans le parti. Moi, je pense que c'est des détails qui vont sortir dans des commissions qui sont installées pour réfléchir. Une dernière question avec un tout petit tour de table. Refus de la liberté provisoire pour Saïd Bouteflika. Comment vous réagissez à cette décision ? On n'est plus dans ce genre de débat. C'est de la cuisine interne au régime. Donc, qu'est-ce qu'on va commenter ? Cuisine interne au régime, règlement de compte, Abdelkrim. Absolument rien, je ne sais pas. Ça ne vous intéresse même pas. Marcel Belabès. J'espère juste que les gens, même les... Ça vous donne le temps de réfléchir. C'est-à-dire, non, c'est que les gens soient traités de manière digne, même les pires ennemis du pays comme ce conseiller du président, qu'ils soient juste traités de manière digne. Le reste, j'en ai absolument, ça ne m'intéresse pas. Mon problème, je l'ai dit depuis début 2019, je ne sais pas si je me souviens bien, c'était au mois d'avril 2019, mon problème, c'est le fait que l'ancien chef de l'État n'a pas été convoqué par la justice. Là, c'est un problème sérieux. Et l'autre problème sur lequel j'ai communiqué à plusieurs reprises, depuis fin 2019 notamment, c'est le traitement des dossiers de corruption dans lesquels sont impliqués des investisseurs algériens. Je considère
que la célérité avec laquelle ont été traités ces dossiers cache mal un certain nombre d'implications douteuses de responsables qui sont encore en poste, mais aussi c'est un très mauvais message en direction de l'investisseur étranger et de l'investisseur national. Je suis de ceux qui disent que dès qu'il va y avoir ouverture des frontières avec la fin de la crise du Covid, il y aura un certain nombre d'investisseurs, en tout cas ceux qui sont dans la petite et moyenne entreprise, qui vont rejoindre d'autres cieux. Merci. Marcel Belabès, président du RCD. Merci, Karim Kebir. Merci à Abdelkrim Boudra d'avoir été les invités de ce Café Presse Politique. Merci à vous aussi pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.